Mesdames, Messieurs, bonjour. L'enseignement supérieur est malade au Bénin. Dans la mise en œuvre de la norme LMD, licence master doctorat, l'État béninois, donc le ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, fixe des normes aux établissements privés d'enseignement supérieur épaisses, des normes que ceux-ci refutent avec véhémence. Pour les responsables du PPS, patronat des établissements privés d'enseignement supérieur, et de l'ADPES, association des établissements privés d'enseignement supérieur, eh bien, l'organisation des examens nationaux de licence et de master ne répond à aucun norme pour le LMD et donc selon le CAMES. Aujourd'hui, votre émission Ma Part de Vérité, pour plus d'éclairage, a décidé de rechercher l'avis de l'expert Alain Kapochichi. Docteur Alain Kapochichi, bonjour. Bonjour. Bienvenue chez nous. C'est un plaisir pour moi. Docteur Alain Kapochichi, vous êtes expert au niveau du CAMES, au niveau de l'UNESCO, mais également au niveau de l'UEMOA. Docteur Alain Kapochichi, vous êtes vice-président du réseau international des établissements privés de l'enseignement supérieur de l'espace CAMES. Vous êtes président de l'ADPES, Association des établissements privés d'enseignement supérieur. Vous êtes maître assistant des universités au niveau du CAMES en génie informatique. Est-ce que je vous ai bien présenté? Oui, absolument, absolument. Docteur Alain Kapochichi, merci de répondre à notre invitation. Merci de venir éclairer l'opinion publique sur ce qui constitue aujourd'hui la crise du LMD au Bénin. D'aucuns ne comprennent pas forcément, malgré tout ce qui a été expliqué, ce qu'il se passe au juste. Mais d'abord, je voudrais parler de votre expertise. Vous êtes expert au niveau du CAMES, de l'UEMOA, de l'UNESCO. Comment êtes-vous devenu expert, Dr Alain Kapochichi? Merci beaucoup. Je voudrais saluer les téléspectateurs et dire combien de fois je suis heureux parce que vous savez, lorsque quelque chose se passe chez vous, on ne peut pas rester étranger à ce qui se passe. C'est vrai que j'avais un devoir de réserve, puisque j'ai signé des contrats avec certaines institutions comme le CAMES, l'UNESCO, etc. Et mes travaux sont terminés. J'ai rendu le dernier travail au Conseil des ministres de l'enseignement supérieur la semaine dernière pour le référentiel d'accréditation des formations ouvertes à distance qui parle du LMD, mais aussi de la qualité et autres. Ça a été validé par le Conseil des ministres. Et donc, je pense que maintenant, je pourrais... Le Conseil des ministres du CAMES. Du CAMES, qui a eu lieu à Yaoundé. Et donc, je suis maintenant à l'aise pour m'exprimer. Après, bien entendu, après avoir échangé vraiment avec les autorités. Et je pense que l'objectif de l'émission n'est pas de dire qu'on est pour ou on est contre. L'objectif de l'émission, c'est de dire qu'est-ce qu'on peut faire ensemble pour ne pas commettre des erreurs sur le long terme, en fait, pour nos jeunes diplômés. Comment on devient expert? C'est donc de nous rappeler d'abord les normes, ce qui devait être, et de dire par la suite, nous allons voir qu'est-ce qu'il faut faire pour que ça évolue. Voilà, c'est ça. Merci. Donc, on devient expert après un appel d'offres international. C'est-à-dire que quand, par exemple, il y a un référentiel des systèmes d'information à faire, quand il y a des activités importantes à faire, donc on fait appel à l'expertise internationale, et que ce soit l'UNESCO, l'UEMOA, organise des appels d'offres. Et c'est à la suite de ça que ceux qui se sentent capables de faire le travail postulent, et sur sélection du dossier, on est sélectionné. Donc, j'ai eu l'occasion de réaliser pour le CAMES plusieurs travaux, notamment par exemple l'état des lieux des formations ouvertes à distance dans l'espace CAMES, l'état des lieux pour les systèmes d'information des universités de l'espace CAMES. J'ai réalisé, comme je le disais tout à l'heure, le référentiel d'accréditation des formations ouvertes à distance. Donc là-dedans, c'est comme si les formations en présentiel, on va les faire désormais à distance. Et donc là-dedans, vous retrouvez tout le référentiel MD, mais aussi tout ce comment asseoir le dispositif pour qu'il y ait de la qualité dans la formation. J'ai travaillé pour l'UEMOA dans le cadre en fait du programme d'appui à l'enseignement supérieur. Vous savez, pour les 10 prochaines années, sur financement de la Banque africaine de développement, l'UEMOA veut pouvoir réorienter ses ressources donc, dans l'enseignement supérieur en prenant en compte un certain nombre d'éléments. Et donc, ils ont lancé une consultation et nous sommes 2 Africains, donc un Sénégalais et moi-même, qui avons fait le travail et aujourd'hui qui permet de dire voici ce qui va être l'enseignement supérieur pour les 10 prochaines années dans notre espace. Cela m'a amené dans tous les pays de l'espace UEMOA. Donc je peux aussi bien parler de l'expérience du Sénégal, de la Côte d'Ivoire,
du Niger, du Burkina, etc. J'ai aussi travaillé donc pour l'UNESCO, dans le cadre en fait du référentiel des systèmes d'information. Dans ce sens-là, en fait, on a traité de tout ce qui concerne les faux diplômes et les remontées d'informations. Comment faire en fait pour asseoir un système de qualité avec des informations qui soient totalement fiables. Donc, c'est avec un plaisir et je pense qu'on ne peut pas avoir cette avance-là et laisser dire n'importe quelle chose et qu'on aille dans tous les sens. L'objectif, comme je l'ai dit, c'est de dire comment on fait pour qu'ensemble, on puisse trouver des solutions parce que quand on parle d'enseignement supérieur, on parle de l'avenir du pays. Voilà donc dans ce que je peux dire de façon liminaire. Maintenant, pour revenir au LMD. Oui. Lorsqu'on parle du système licence, master, doctorat, vous savez, il y a des tests qui, quand ils l'ont assis au Bénin. Donc, c'est ce que je peux dire d'abord. Et dans ce sens-là, on peut d'abord citer la directive de l'UEMOA, donc qui a instauré donc, le système licence, master, doctorat dans l'espace UEMOA. Donc, qui est une directive qui a donné des orientations et dans laquelle également les États, puisque c'est le Conseil des ministres en fait qui donne tout, les États s'engagent à respecter un ensemble de règles au niveau de l'espace. Pourquoi? Parce que, vous savez, quand vous formez, ce n'est pas uniquement pour vous. Les gens viennent chez vous. Il y a, au Bénin, par exemple, il y a des étrangers. Il y a des Gabonais, il y a aussi des Ivoiriens, il y a et autres et tout. Et donc, quand vous les formez, ils vont aller chez eux et d'autres personnes vont venir chez vous. Donc, c'est important que vous puissiez savoir que nous ne sommes pas dans un espace qui est juste fermé. Aujourd'hui, le monde est devenu un village planétaire où on peut aller et venir. Donc, la mobilité, c'est un élément assez important. Maintenant, une fois que le décret et que la directive a été prise, vous avez au Bénin en 2010 le gouvernement donc, qui a pris un décret qui porte adoption du système licence master doctorat au Bénin. Et ce décret-là également a rappelé la directive de l'UEMOA et a dit dans quelles conditions on peut avoir, par exemple, à mettre en place en fait une formation licence master doctorat et à donner des orientations claires dans ce sens-là. Et à la suite de ça, vous avez également un arrêté qui a été pris en 2012 par le ministre de l'Enseignement supérieur après avis du Conseil consultatif national qui a rappelé également le décret et qui a rappelé sur quelles conditions on doit pouvoir organiser la licence et le master et le doctorat donc chez nous. Docteur Alenka Pochigi, nous allons revenir de façon plus approfondie sur ces différentes choses que vous venez d'évoquer tout à l'heure. Nous allons parler du LMD, puisque ma question sera tout à l'heure de vous demander si aujourd'hui il y a 2 enseignements supérieurs au Bénin. Mais en attendant, je voudrais que par rapport à votre expertise, que nous revisitions rapidement un élément sur certains travaux que vous avez réalisés. Nous allons, avec la complicité de la régie, passer cet élément pour être bien plus fixé sur la chose. Les directeurs des services informatiques de 8 institutions universitaires réunies à Ouagadougou ce vendredi sous la bannière du CAMES ont eu pour mission la validation du projet de référentiel des systèmes d'information des universités de la zone UEMOA. Alors sur le plan pratique, ce sont des travaux qui vont durer donc 2 jours. Dans un premier temps, nous avions donc visité l'état des lieux des différentes institutions. Puis nous avions donc réalisé un état des lieux contradictoire avec les responsables informatiques de ces institutions. Et puis donc un projet de référentiel a été proposé qui sera donc discuté, amendé pour enfin arriver donc à un référentiel qui sera donc soumis pour validation aussi à la tutelle, c'est-à-dire au CCG, qui est donc l'instance pédagogique du CAMES, au Conseil des ministres, qui en assure donc la validation complète. Ensemble de règles partagées entre les universités membres du CAMES et qui devra générer une stratégie de mutualisation des données des établissements. Ce projet de référentiel est soutenu par l'UEMOA et l'UNESCO. Ce projet, comme le nom l'indique, c'est de renforcer les capacités d'utilisation des universités dans la mise en œuvre du LMD. Parce que de toute façon, la réforme LMD aujourd'hui ne peut que s'appuyer sur les facilités que peuvent offrir les technologies de l'information et de la communication. Alors, dans ce sens, il faut impérativement arriver à créer un espace technologique intégré
de l'enseignement supérieur. De toute façon, la réforme LMD, c'est la création d'un espace régional de l'enseignement supérieur qui, normalement, doit être mené avec le support des technologies. Et il faut impérativement aussi que les systèmes d'information des universités convergent pour qu'il y ait réellement un véritable espace technologique intégré. Le document qui a été soumis à la validation a retenu l'attention des membres ayant pris part à la session. Produit par un duo d'experts dont le docteur Alain Capochichi, l'étude a consisté à faire un état des lieux des systèmes d'information de l'ensemble des universités de l'espace UEMOA. L'idée étant de regarder un peu aujourd'hui en termes de concept, en termes de gestion de systèmes d'information, quelles sont les applications que ces universités utilisent et comment faire pour qu'on puisse assurer une mobilité des étudiants avec les problématiques donc, de gestion des étudiants dans le système LMD, mobilité aussi des enseignants dans l'espace. Et nous avions donc proposé donc, un ensemble de règles, de pratiques qui puissent donc être partagées par l'ensemble de la communauté. Le document a pris en compte d'abord l'état des lieux. Donc, on a visité un peu le parc applicatif donc, des universités, les infrastructures qui sont utilisées, les ressources informatiques aussi, la communauté d'utilisateurs, est-ce que c'est des applications qui sont développées en termes de licence open source, etc. Et au-delà de ça, le référentiel aussi a développé des concepts liés à la gestion des candidatures, la gestion des inscriptions. Quand un étudiant veut donc être mobile dans l'espace CAMES par exemple, quels sont les dossiers étudiants, comment faire pour qu'il y ait par exemple des identifiants nationaux uniques de l'étudiant, les identifiants donc aussi des établissements, comment faire pour que cette mobilité puisse se faire. Et donc en données concrètes, il s'agit du moins de proposer donc un référentiel qui puisse donc encadrer toute cette problématique. Inscrit aux charges d'un ambitieux programme sous-régional, ce projet vise la mise en place d'un espace technologique intégré de développement des systèmes d'information universitaires. Voilà, nous revenons ici donc en plateau. Docteur Alain Capochichi, d'abord toutes nos félicitations pour le travail que vous faites. Vous le faites pour une certaine harmonisation au niveau international pour le LMD, n'est-ce pas? Oui, absolument. Et vous avez dit tout à l'heure que quand on parle du LMD, on peut... D'abord, j'entendais souvent parler d'enseignement supérieur privé, enseignement supérieur public. Et même dans nos ministères, on parle de direction de l'enseignement privé. Okay? L'enseignement ne peut pas être privé. L'enseignement supérieur est le même pour tout le monde. Maintenant, c'est délivré par des instances, donc des institutions d'enseignement supérieur public et d'enseignement supérieur, des institutions publiques d'enseignement supérieur, j'allais dire, et des institutions privées d'enseignement supérieur. Le LMD, c'est la même chose. Okay? C'est un système donc, qui repose sur un ensemble de règles qui doivent être partagées par l'ensemble des établissements publics et privés. La licence, c'est pareil. Pourquoi? Parce que, comme je l'ai dit, quand on parle par exemple du LMD, c'est 2 ou 3 choses concrètes. Première chose, tout le monde s'entend à ce qu'il y ait 3 niveaux de formation. Donc la licence, le master, le doctorat. La licence, ça vaut 180 crédits. Ce n'est pas 190 crédits comme j'ai entendu par ailleurs. Master, c'est 300 crédits. Ce n'est pas 200 crédits. OK? Et le doctorat, c'est 480 crédits. Quand vous prenez... ça repose également sur la semestrialisation de la formation. Avant, on a l'habitude donc de parler de l'année, ok, et il faut passer en classe supérieure, etc. Et tout désormais, ok, on semestrialise les choses. Ça veut dire que chaque semestre, ok, qui équivaut en fait à 12 à 14 semaines d'activité au sein de l'institution, donc équivaut à 30 crédits. Le système de crédit, c'est un système fondamental parce que désormais, on dit que les étudiants peuvent, au regard d'un travail global qu'ils vont faire en termes de cours magistral, mais aussi en termes de travail personnel, individuel, désormais seront leurs aptitudes, leurs compétences qui vont être mises en avant. Et à la fin, quand ils font une activité, ça peut être une évaluation en termes de contrôle continu ou bien d'examen terminal, cela va valoir en fait des crédits qui sont à la fois capitalisables et transférables. Ça veut dire que désormais, l'étudiant qui, par exemple, a fait un semestre quelque part, peut sortir même du système, travailler un peu, revenir, ok, et c'est comme un capital qu'il a obtenu. Et donc, il peut aller n'importe où avec, il peut transférer ça dans n'importe quelle instance. Et donc, c'est assez flexible, ok, et donc, ce qui fait qu'on ne peut pas le régenter, le régir
de façon en tout cas systématique, comme on voudrait le faire. L'objectif du LMD, je crois, c'est quand même de faciliter les études. Voilà, c'est de faciliter les études, c'est de faciliter la mobilité. La mobilité. Okay? Et cela repose aussi sur une confiance que les différents établissements se font et cela repose également sur un système qualité qui doit être mis en place. Maintenant, quand on parle de la qualité donc dans le système LMD, ce n'est pas, puisque tout à l'heure vous avez parlé de l'État a mis en place quelque chose. Oui. Ok, non, l'État, ce n'est pas le ministère de l'Enseignement supérieur. L'État, c'est tout le monde. L'État, et c'est pourquoi quand on veut mettre en place une politique au niveau de l'enseignement supérieur, si vous regardez bien tous les pays, aussi bien le Sénégal, la Côte d'Ivoire, où j'ai travaillé, puisque juste après la crise en Côte d'Ivoire, c'est mon équipe d'expertise, nous sommes 4, mais c'est le cabinet CERCO en fait qui a réalisé l'étude pour la refonte et l'harmonisation en fait du système d'enseignement supérieur ivoirien. Donc, mais ça a pris en compte d'abord un état des lieux au niveau global qui a été fait. Et à la fin, il y a une concertation nationale qui a regroupé l'ensemble des acteurs, pour pouvoir valider du moins les recommandations et tout. Et après, ça devient maintenant une politique de l'État. C'est la même chose au Sénégal. Le président Macky Sall a son programme, plan Sénégal émergent, mais après, quand l'état des lieux a été fait, il y a eu les assises de l'enseignement supérieur au Sénégal et il y a eu des décisions présidentielles qui ont été prises après ces assises-là. Je crois que quand ma soeur a été nommée ministre, ça a été avec un grand plaisir. J'ai été la voix de la ministre de l'Enseignement supérieur. J'ai été la voix pour lui présenter mes félicitations. Et j'ai souhaité que nous puissions, au regard de ce qui se passe dans les autres pays, faire l'état des lieux. Et à la suite de ça, que nous puissions voir les orientations pour la modernisation en fait, du système d'enseignement supérieur béninois. Bon, maintenant, après, il y a eu des réformes qu'on a dit, on a des réformes qui ont été faites. J'ai dit, il est vraiment important de voir l'expérience des autres. Parce qu'on ne peut pas vivre de façon isolée. Vous avez des institutions qui travaillent comme l'UMOA, comme le CAMES, comme l'UNESCO. Il faut s'inspirer de ce qui se fait parce qu'il s'agit de créer une harmonie. Oui, docteur Alain Kabouchichi, je suis heureux que vous alliez sur ce pan-là. Ça veut dire que vous avez déjà fait une approche. Mais revenons maintenant aux tests. Quels sont les tests qui encadrent le LMD réellement au Bénin? Et que disent ces tests? Bon, tout à l'heure, je vous ai parlé en fait du décret en 2010, puisque quand on dit, bon, les établissements privés ne sont pas pour la réforme, les autres et tout, non. Ça veut dire qu'une réforme, quand elle est bien faite, bien pensée, etc., et tout le monde va adhérer parce qu'il s'agit de quelque chose qui nous engage tous. Il y a des chefs d'établissement, par exemple, vous avez des gens qui ont créé l'établissement depuis 30 ans, au Bénin, il y en a qui ont depuis 20 ans. Et c'est des gens aussi qui sont capables de réflexion. Des gens qui ont fait le doctorat, des gens qui ont autre et tout, et qui sont capables aussi de contribuer. Donc, quand vous voulez faire quelque chose, vous les associez, ils vont s'asseoir avec vous pour réfléchir ensemble avec vous. Et après, ça devient quelque chose qu'on peut mettre en œuvre plus facilement. Donc, dans le cadre, en fait, donc, de ce décret, parce que j'ai entendu parler donc, que les établissements privés, par exemple, sont régis par un décret qui les isole du système. Alors que quand le LMD a été mis en place à travers le décret au Bénin, le décret dont les gens parlent en fait, qui est le décret 2008, qui parle du décret où on va avoir l'agrément, l'habilitation et puis l'homologation, ce décret-là, je peux vous dire que c'est un décret qui a été abrogé. Et comment je le démontre? Abrogé? Abrogé, en tout cas c'est un décret qui n'est pas du tout compatible avec le LMD. Ah bon? Pourtant, il est cité depuis quelques années. Il est cité, et c'est ça en fait, c'est pourquoi je dis que ma soeur, parfois, les gens ne disent pas la vérité. Les gens ne disent pas la vérité. Le régime en fait qui est adopté par le LMD, c'est le régime d'habilitation. Ce n'est pas le régime d'homologation. Et donc quand les tests ont été pris, là j'ai le décret 2010 avec moi, et quand on prend un décret, si un test est en vigueur au moment où le décret est mis en place, on le cite. C'est ça. Au lieu du décret 2008, qu'on dit aujourd'hui, qui nous encadre, alors qu'on est en 2010, le test a été pris. Le décret qui a été cité, qui concerne les établissements privés, c'est le décret 2001-161 du 3 mai 2001 fixant les conditions générales de création, d'ouverture, d'extension, de transfert, de fonctionnement et de fermeture d'un établissement privé d'enseignement supérieur, universitaire, parascolaire, parauniversitaire, procédure administrative. Le décret 2001-165 du 18 septembre 2001 portant création et organisation des 2 universités nationales en République du Bénin. Vous voyez donc que l'esprit du décret, c'est que ça concerne aussi bien le public que le privé. Et ensuite, on a cité la directive de l'UMOA portant adoption du système licence master doctorat.
Ça, c'est le décret 2001-161. Voilà, ça dit que c'est le décret qui a été pris par le président de la République en 2010. Oui. Et donc, normalement, si le décret 2001, qui, lui, prône donc l'habilitation, n'était pas valable, on n'allait pas du tout le citer, puisque le 2008 n'est pas apparu ici. On va plus loin. Quand on prend l'arrêté qui a porté organisation du diplôme de licence dans l'enseignement supérieur, vous avez bien vu, on n'a pas dit l'enseignement supérieur privé ou bien l'enseignement supérieur de façon générale. Donc il n'y a pas deux ordres d'enseignement supérieur. Il n'y a pas deux ordres, il ne pourrait même pas avoir deux ordres d'enseignement supérieur. Il n'y en a qu'un seul. Et là-dedans, vous voyez bien encore, et ça a été signé le 31 décembre 2012. Oui. Donc je suppose que le décret, les gens se sont trompés, etc. et tout. Et là encore, c'est vu le décret 2009-61 du 3 mai 2009 fixant les conditions générales de création d'ouverture, etc. Le même décret cité tout à l'heure. Oui, le même décret cité tout à l'heure. Et ensuite, vous avez l'arrêté portant attribution, organisation et fonctionnement de l'université d'Abomey-Calavi, l'arrêté portant attribution et fonctionnement de l'université de Parakou. Et il a été clairement dit dedans que l'article 1er, que le diplôme de licence est délivré conformément aux dispositions du présent arrêté. Donc, en réalité, il n'y a pas de licence pour le privé, licence pour le public. C'est le même. Et les conditions dans lesquelles, en termes de programme, comment ça doit être, l'offre de formation doit être présentée, tout a été cité dans ce décret. Et vous avez une disposition même qu'il faut rappeler, c'est la disposition qui dit, à la fin, donc l'article 32 qui dit, le directeur général de l'enseignement supérieur, les recteurs et les présidents d'université et les responsables des institutions supérieures d'enseignement supérieur des secteurs publics et privés sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent arrêté qui abroge toute disposition antérieure contraire. Donc vous voyez bien donc que ce que nous disons, ce n'est pas quelque chose qui est inventé. Et donc ces tests-là, on doit pouvoir les utiliser parce que ça ne crée pas en fait un système d'enseignement supérieur à deux vitesses. Docteur Alain Kouaji, les tests, les voilà. Vous les avez cités, vous les avez évoqués, cités. On a démontré qu'ils existent, ces tests. Le décret 2008 n'est pas évoqué. Dites-moi, le Conseil des ministres a-t-il alors été trompé? Bon, j'ai l'impression que, vous savez, lorsqu'on veut faire quelque chose, il faut le faire de façon propre. Et si on veut même en arriver à faire un examen, il y a des manières en fait de procéder. Et nous avons commencé à dire, puisque effectivement, manifestement, vous avez vu qu'on a parlé du décret 2008, qu'aucun établissement, il faut aller à l'homologation pour pouvoir signer ses diplômes. Vous savez, même quand vous avez l'homologation, je suppose que l'université d'Abomey-Calavi, par exemple, qui, on a dit même qu'elle a été créée par décret, ne peut pas créer n'importe quelle forme de formation et signer n'importe quel diplôme. Ce n'est pas comme ça que le LMD est organisé. L'université d'Abomey-Calavi aujourd'hui décide de créer une formation. Le comité d'habilitation au niveau de l'université va d'abord, M. Pierre, avec une instance, habilite la formation. Et ça doit passer, et l'arrêté le dit, l'arrêté dit que la mise en œuvre de chaque offre de formation, l'article 28, la mise en œuvre de chaque offre de formation en licence est soumise à une homologation préalable par le Conseil consultatif national de l'enseignement supérieur. Cela veut dire quoi? Et dès lors que le Conseil national de l'enseignement supérieur a homologué ou bien habilité cette offre de formation, c'est l'offre de formation en fait qui est homologuée. Donc dès lors que c'est homologué, en réalité ça devient un diplôme national et à la suite de ça, maintenant le ministre de l'enseignement supérieur prend un arrêté le régissant. Et c'est ce que le public comme le privé doit faire. Les privés le font déjà, normalement, et c'est ça qui permet d'avoir l'habilitation au niveau national, devant le Conseil consultatif national, qui est rappelé là, et ensuite, pour les établissements qui le veulent, qui vont au CAMES pour avoir l'habilitation sous-régionale. Donc, on peut avoir, même l'homologation dont on parle et autres et tout, on ne peut pas signer n'importe quel diplôme. L'offre de formation est assez précise. En fait, il n'y a pas de diplôme. On ne peut pas vous donner carte blanche pour une formation. Vous voulez créer une formation se crée parce qu'on a identifié des besoins en termes de formation dans le pays, des besoins de compétences, et l'offre de formation doit répondre à ces besoins. En même temps, il y a une équipe, il y a un responsable de la formation, il y a un ensemble de règles que ça doit pouvoir respecter pour qu'on puisse avoir la validation des crédits, etc. Et tout. Mais ce qu'on nous propose aujourd'hui, c'est ça le principe. Ce qu'on nous propose aujourd'hui, c'est qu'on a décidé de créer une formation, assimilée comme ça, on dit, bon, licence en informatique. Vous savez, dans le monde, partout dans le monde, aujourd'hui, les diplômes nationaux ne sont des diplômes nationaux que quand ça passe devant le Conseil consultatif national.
Et ce n'est pas le ministère qui porte un diplôme devant le Conseil consultatif national. C'est qui? C'est une université, c'est une institution d'enseignement supérieur forcément, parce que les diplômes d'université, parce qu'on doit savoir qui, en réalité, c'est sous le sceau de qui le diplôme est établi. Et on peut avoir toute l'évolution après en termes d'insertion professionnelle jusqu'à l'entrée, jusqu'à l'insertion professionnelle. Et donc aujourd'hui, ce qu'on nous propose, c'est que voilà, il y a un diplôme qui est créé. C'est qui le responsable de la formation? C'est qui porte le diplôme? Quelle est l'université qui porte ce diplôme-là? Donc aujourd'hui, en fait, on demande aux établissements qui ont non seulement eu l'habilitation nationale pour leur diplôme, ok, pour leur offre de formation, et après l'habilitation sous-régionale, de laisser leur offre déjà reconnue au niveau international, ok, et de revenir, ok, faire une offre au niveau national qui n'est même pas juridiquement, ok, assise. C'est-à-dire que tant que le Conseil constitutionnel n'a pas donné son accord pour l'offre de formation, le ministre ne peut pas créer, en fait, l'offre de formation. Oui, mais entre-temps, vous ne savez pas, oui. Est-ce qu'entre-temps, le Conseil consultatif national dont vous parlez a validé ce que le ministre a proposé? Vous savez, quand vous regardez même ce que les gens ont présenté comme offre de formation, ça se limite juste en fait, parce qu'on dit offre de formation, c'est les enseignants, c'est un ensemble de choses. Une offre de formation, ce n'est pas juste un programme qu'on présente. C'est pourquoi il est impossible, et je lui ai dit dans l'avis technique que j'ai envoyé à la ministre pour dire que il faut forcément qu'une offre de formation soit rattachée à une université. Maintenant, on peut souhaiter que d'autres établissements puissent faire la même offre de formation. Et là, ça se fait de deux manières. Première manière, l'offre est déjà habilitée devant le Conseil consultatif national. Ok? Et on prend une offre déjà reconnue et on veut que les autres viennent faire la même chose. Là, ce n'est pas convention de partenariat. Ça veut dire que nous nous entendons pour pouvoir délivrer sous le sceau de l'université. Ça s'appelle l'université de la Bonne-Calavi, par exemple, et on délivre la formation et après l'université encadre l'examen, encadre tout ce qui doit pouvoir se faire et délivre le diplôme. Et les autres établissements sont conventionnés à l'université par rapport à ça. Deuxième possibilité, on n'est pas encore passé devant le Conseil consultatif national. Et là, les établissements s'entendent pour faire ce qu'on appelle la cohabilitation, qui peut aboutir à la codiplomation ou bien un seul diplôme. Alors, dans le cas d'espèce, dans le cas qu'on défend, mais dont on parle maintenant, où c'est le ministère qui a proposé une offre de formation. Est-ce qu'entre-temps, on vous a appelé, on vous a sollicité en tant que responsable d'établissement ou en tant qu'université, puisque c'est l'université qui doit apporter le diplôme, est-ce qu'entre-temps, on vous a sollicité et que vous n'ayez pas vous forcément Alain Capochichi, mais tout ce que vous constituez, PPS, ADPS, et que vous n'ayez pas apporté votre contribution? Je vais vous dire ce qui a été fait, parce que j'ai suivi, j'ai donné à chaque fois mon... Mais vous savez, le DPS a toujours voulu faire, en réalité, des passages en force. C'est-à-dire qu'on a pris des programmes ça et là, et on a dit on va harmoniser les programmes. Mais ça doit, quand on crée une offre de formation, ça doit reposer pour que juridiquement ça soit assis sur quelque chose. C'est ça. Vous comprenez? Si vous harmonisez, ok, il faut que l'établissement accepte, puisque l'offre de formation, en fait, est l'offre de formation de l'établissement. Donc, à supposer, finalement, qu'est-ce qu'ils ont retenu? Ils ont pris, par exemple, des offres de formation de CELCO. Il y en a qui sont de l'IATM, il y en a qui sont d'autres et tout. Ils ont dit, les autres établissements vont faire la même chose. Pêle-mêle. Voilà, pêle-mêle. Et on m'a dit, les autres établissements, vous allez suivre le programme. Par exemple, nous, on a pris notre programme en télécommunication. C'est ça qui va être passé au niveau de l'examen national. Le problème, c'est que les autres n'ont pas... C'est-à-dire que quand moi, j'ai créé mon offre de formation, j'ai une usine d'assemblage, j'ai d'autres capacités, j'ai une équipe pédagogique. C'est ça qui me permet de dériver cette formation pour créer la différence sur le marché. Dans votre université? Dans mon université. Mais on dit les autres viendront faire la même chose que moi. En temps, je n'ai pas une convention avec eux qui permettent de pouvoir dire qu'eux, ils peuvent faire la même chose que moi. Vous comprenez un peu? Donc, juridiquement, ce n'est pas assis. Et c'est ça qu'on est en train d'expliquer depuis. Qu'on peut aller par conventionnement, ok? Mais encore qu'il faudrait que les gens aient déjà délivré chez eux cette offre de formation pour pouvoir passer l'examen. Bien sûr. Bon, on dit également que... Sinon la grande question, c'est par rapport à quoi ils iront composer. Par rapport, voilà, vous voyez qu'ici, on est à 2 mois ou bien 3 mois d'un examen. D'abord, un examen, c'est une préparation, si c'est sur 3 ans, c'est une préparation, en tout cas psychologique, il faut pouvoir avoir une organisation, etc. et tout. Et on voudrait que dans 2 mois, nous, on n'a même pas encore le programme. C'est-à-dire que, par exemple, moi, mon programme de télécommunication est retenu, mais si, pour d'autres, moi, pour un centre de gestion, c'est pour d'autres établissements. Donc, mes étudiants ne sont même pas au courant de ce qu'ils vont aller faire. Oui, est-ce que vous voulez me dire qu'objectivement, les étudiants ne pourront pas composer, puisque la question de l'examen est là. Est-ce que vous voulez me dire qu'ils ne peuvent pas participer à cet examen? C'est un examen. C'est en nous, hein? Oui, en fait, d'abord même l'examen, le principe de l'examen national. J'ai dit, un examen
dans le LMD est forcément rattaché à un élément constitutif d'unité d'enseignement. Cela veut dire quoi? Elle n'est jamais forcément rattachée à une matière, si on doit parler terre à terre. Oui, oui. Et cette matière-là doit pouvoir permettre de valider des crédits. Dans ce qui est proposé par le ministère, on dit la licence c'est 180 crédits. Oui. Et nous on dit, non, licence c'est pas 180 crédits, licence c'est 80 crédits plus l'examen national. Et on dit l'examen national, ça correspond à quoi? Combien de crédits? On dit non, ça c'est juste autre et tout. Ce qui fait qu'aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que nos étudiants qui ont reçu nos guides d'étudiants du monde dans nos établissements et qui sont, comment on appelle, qui ont signé un contrat avec nous, qui est un contrat autre et tout, de dire je viens chez vous pour faire une formation sur 3 ans, à la fin, j'ai 180 crédits à valider, j'ai ma licence. On leur dit non, désormais, vous allez passer un examen. À supposer, et là c'est du point de vue juridique, que l'étudiant aille à l'examen et qu'il échoue. Le LMD dit que l'étudiant, en fait, avec 180 crédits, l'étudiant peut assigner l'université pour dire, je viens chez vous, j'ai passé 3 ans, et à la fin, je m'attends à avoir ma licence. Maintenant, vous avez mis en place quelque chose pour me bloquer dans mon évolution. Parce que c'est un investissement que les parents ont fait. Bien sûr. OK? Et gros investissement. Voilà. En dehors de ça, vous savez, dans le LMD, et là, les pédagogues, ceux qui ont fait la docimologie, c'est-à-dire la science qui étudie les évaluations, vont vous dire que en LMD, le type d'évaluation normée, en fait, ou bien critérié, a disparu presque totalement. C'est-à-dire que le jugement de valeur, en fait, qu'on fait sur un étudiant pour dire qu'à la fin, tu n'es pas bon parce que tu n'as pas retenu quelque chose, etc. et tout, le LMD dit non. L'évaluation doit être formative parce que l'objectif, ce n'est pas de sanctionner. L'objectif d'un examen, c'est à la fin de l'examen, tu sais ce qui te manque en fait pour t'améliorer. C'est comme si par exemple tu vas en fait à l'hôpital et tu fais des examens et le docteur se contente juste de dire monsieur, vous avez 12 à tel niveau et puis c'est bon, vous pouvez partir. Non. Le rôle de l'analyse de l'examen, ok, c'est de te permettre de dire tu souffres de tant et autre. C'est pourquoi en fait le LMD dit l'évaluation doit être une évaluation diagnostique au départ. Ensuite, on va accompagner l'étudiant pour que ça soit formatif. Et c'est le contrôle continu. Ça veut dire que chaque semestre, l'étudiant valide et puis continue. Et c'est en termes de compétences qu'il organise en fait son parcours. Et donc, aujourd'hui, l'examen qui devient comme ça, éliminatoire, c'est-à-dire que tant que tu n'as pas ton examen, tu n'as rien, vous savez, le fait de penser que l'examen, ok, qui classe aujourd'hui beaucoup de personnes en fait ont compris qu'il faut associer tout le système. Et l'article en fait, qui le cite dans l'arrêté qui a été pris au niveau du Bénin, le dit de façon claire. Je peux vous lire l'article 20 de l'évaluation des apprentissages, le chapitre 4, c'est de l'arrêté. Dit les unités d'enseignement de chaque semestre doivent être évaluées. Le contrôle des apprentissages est organisé sous forme de contrôle continu et ou terminal. Et il précise, l'examen terminal se déroule à la fin du semestre. Ça, c'est la norme. C'est la norme qui est nationale et internationale. Et l'arrêté le dit. C'est la norme du CAMES? La norme du CAMES de tout le monde. C'est la norme au niveau mondial. Oui, mais le ministère de l'Enseignement supérieur au Bénin dit que le CAMES n'est pas au-dessus du pays. Non, ce que les normes du pays peuvent être spéciales. Oui, sauf que en fait, vous bloquez la mobilité des étudiants, sauf que vous développez quelque chose en fait qui remet en cause, vous savez, on a mis dans la tête des jeunes Africains, des jeunes Béninois, que le diplôme, ok, c'est quelque chose en fait qui est extraordinaire. Et que, voilà, c'est le diplôme ou rien du tout. Aujourd'hui, ce sont les compétences. Et moi, j'ai ici le programme d'action du gouvernement. Tous les pays travaillent aujourd'hui à démystifier le diplôme. Voilà, c'est-à-dire que ce qui est important, ce sont les compétences que tu développes. Et c'est pourquoi aujourd'hui, au lieu qu'on évalue les connaissances des gens, ce sont plutôt les aptitudes et les compétences qu'on va pouvoir avoir. Ce qui veut dire que quand moi, en tant qu'enseignant, je viens dans la classe, au lieu, par exemple, que je veux faire un cours, par exemple, je sais pas, de présentation au journal, je peux vous demander en tant qu'étudiant, voilà, qu'est-ce que c'est que la présentation d'un journal. Et vous allez me citer, et tout. Et on a même dit qu'au bout d'un certain temps, les connaissances qui sont acquises de cette manière-là, l'étudiant oublie totalement. Par contre, je peux vous dire, présentez-moi un journal, je vais voir. Donc, c'est le savoir-faire en action. Et l'enseignant qui vient enseigner, l'enseignant dit par lui-même déjà à la fois sa méthode d'enseignement, mais aussi la méthode d'évaluation. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on peut avoir pour autant de formateurs, autant de modes et de méthodes d'évaluation.
Il y en a qui peuvent demander des travaux pratiques, il y en a qui peuvent demander des soutenances, il y en a qui peuvent demander des mémoires à rendre, il y en a qui peuvent demander donc des travaux sur table, etc. L'essentiel, c'est pouvoir s'assurer que la compétence qui est demandée est pouvoir... et qu'à la fin, on puisse réunir le nombre de crédits. Le crédit qui correspond à ça, et l'étudiant sur le terrain va pouvoir démontrer cela. Je vais vous lire le programme d'appui d'action du gouvernement. Oui. Qui dit dans la 5, l'amélioration des performances de l'éducation. Et qui dit ceci. L'éducation est l'un des leviers donc, sur lequel le gouvernement compte agir pour le décollage économique du Bénin. Or, le secteur de l'éducation souffre de nombreux dysfonctionnements tant en ce qui concerne la gouvernance que l'offre de formation, l'offre de l'éducation. En conséquence, l'environnement social au Bénin est marqué par une jeunesse caractérisée par la chute des valeurs morales, le défaitisme, l'aversion au risque, le manque d'initiatives privées, la course au diplôme. Et l'attente de l'offre d'emploi public. Cela veut dire quoi? Dit dans le PAG. Dans le programme, dans le PAG. Et vous savez, on a mis dans la tête déjà qu'il faut avoir le diplôme. Moi, je me rappelle quand j'ai créé mon entreprise, mais mes parents m'ont presque jeté dehors. C'est-à-dire, on m'a mis dehors parce que, voilà, tu n'as pas de diplôme et autres et tout. Et puis, voilà, tu décides d'entreprendre, etc. Et tout. Et j'ai été mis dehors. Mais 20 ans après, quelle est l'évaluation? 20 ans après, j'ai repris les études, j'ai fait un doctorat, je suis maître assistant. Mais en même temps, le besoin que j'avais identifié à l'époque, en 98, ce besoin-là n'existe plus aujourd'hui, c'est-à-dire les admis non classés, etc. et tout n'existe plus. Cela veut dire que si je n'avais pas créé l'entreprise au moment où il faut la créer, aujourd'hui, ce ne serait pas possible. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que le LMD dit la formation est tout au long de la vie. On fait aussi une erreur, on dit on doit être aujourd'hui, on doit avoir un diplôme en licence, en master, etc. et tout, dans telle filière, etc. et tout. Vous savez, le monde, on dit, les études ont démontré qu'en 2025, les emplois aujourd'hui qui vont être les emplois de 2025, 60% de ces emplois ne sont pas connus à ce jour. Et nous arrivons en fait à une étape où les gens peuvent faire plusieurs activités. Oui. Vous comprenez un peu? Il y a de nouveaux emplois aussi. Il y a de nouveaux emplois qui sont créés, il y a une adaptation. Et donc il faut préparer l'étudiant à pouvoir s'adapter à son environnement et créer par lui-même. Et je suis entrepreneur, donc je peux connaître mieux que quiconque en fait ce dont on parle. J'ai été élu meilleur jeune entrepreneur de la CEDEAO, ou pas la CEDEAO en 2010, pour l'innovation. Cela veut dire quoi? Cela veut dire qu'il faut rompre dans la tête de nos jeunes pour dire que le diplôme, c'est un document. Mais ce qui est important, ce qui doit être valable, c'est ta compétence, ton savoir-faire. Comment est-ce qu'en activité, en situation, tu arrives du moins à résoudre des problèmes. Donc c'est de ça qu'il s'agit. On a parlé également de la fonction publique, que les gens n'arrivent pas à passer les examens et quand il y a les concours au niveau de la fonction publique et autres et tout. Vous voyez, le PAG a vraiment situé le problème, l'attente de l'offre publique. On doit pouvoir dire, dans la fonction publique au Bénin, il y a 80 000 personnes. Si j'applique la loi de 2080, la loi de Pareto, qui dit que les cadres en fait constituent 20% en fait de autre et tout, la loi de 2080, les cadres représentent au maximum 20%. Donc 20 000. Hein? Peut-être 15 000, on va dire 15 000. Maintenant, si vous voyez en combien de temps la fonction publique se renouvelle, vous allez dire que c'est une moyenne en fait de recrutement qui ne dépasse pas 1000. Vous comprenez? Dans nos universités aujourd'hui, on a 150 000 personnes. Dans les universités publiques et privées. Vous voyez donc qu'en fait, on ne peut pas se baser sur la fonction publique, le recrutement de la fonction publique et pouvoir générer donc un système qui est autre et tout. Il faut réfléchir en profondeur, pour pouvoir dire qu'est-ce qu'il nous faut. Il ne faut pas créer parce qu'on a vu que bon, on a appris qu'il y a une situation de faux diplôme, etc. et tout. Encore que là, on pourrait en parler et autre et tout. Et puis bon, prendre des décisions qui isolent le Bénin. Et je vous en prie, ce que nous sommes en train de dire, ce n'est pas contre quelqu'un. Nous voulons qu'on discute ensemble pour trouver la solution idoine en fait pour pouvoir sauver la jeunesse. La solution, vous allez la proposer tout à l'heure. Je voudrais revenir un peu à la proposition, enfin à la proposition faite par le ministère ou le Conseil des ministres par rapport aux examens. Est-ce que par rapport au crédit que l'étudiant devrait avoir dans une offre de formation, est-ce que l'examen, le passage de l'examen prévu pour bientôt empêche l'étudiant ou bien le coupe carrément de ce circuit-là ou bien de ce processus qui devait l'amener à avoir les crédits? Vous savez, et ça dit que s'il fait l'examen et qu'on déclare qu'il échoue, eh bien,
tous les crédits qu'il a déjà amassés lors de sa formation sur l'année, il les perd. Voilà, ça veut dire qu'on dit qu'il n'a pas son diplôme. C'est ça en fait ce qu'on dit. Point final. Alors qu'en fait, l'arrêté dit, dès lors que tu as 180 crédits, tu as ton diplôme. C'est là en fait où j'ai dit, en fait, à l'époque, quand j'ai fait la vie technique au ministère, je leur ai dit, vous pouvez organiser, par exemple, un examen, mais à l'intérieur du semestre. Ça permet après donc de pouvoir valider les crédits du semestre. Parce qu'en fait, en LMD, et tout le monde, je ne sais pas s'il y a quand même des professeurs titulaires chez nous au Bénin, on a quand même des gens, des pédagogues, on a des gens du CEPIAC. Un examen est rattaché à l'élément continu d'unité d'enseignement. Et ça, en LMD, tout le monde le sait. Vous voyez donc, même les cadres du ministère de l'enseignement supérieur. C'est ce qui me donne. Vous savez, vous avez parlé des cadres. Oui. Moi, j'ai eu l'avantage d'aller dans plusieurs pays, au Sénégal, en Côte d'Ivoire et autres et tout. Et j'ai travaillé avec les ministères. Et j'ai vu qu'ici, il y a le culte de la personnalité. C'est-à-dire qu'un professeur titulaire, qui est nommé, qui est conseiller, qui connaît son métier, et qui commence à trembler en fait devant l'autorité. Vous voyez, c'est quelque chose, c'est-à-dire que quand je suis un technicien, c'est son patron. Moi par exemple, j'ai dit à ma soeur, je lui ai dit, ça on ne peut pas le faire. Parce que le problème, ce n'est pas ça. Pourquoi vous l'appelez votre soeur et madame la ministre? Vous êtes proche? Non, c'est ce qu'on nous dit là, c'est une manière de parler. Quand la ministre de la Côte d'Ivoire m'appelle mon fils. Voilà. Vous comprenez un peu? Cela veut dire quoi? Cela veut dire que c'est une manière en fait de dire que quand il y a la vérité quelque part, le ministère peut faire l'examen, mais ça va amener plus de problèmes que si on va s'asseoir maintenant pour trouver ensemble comment on fait, pour aller de l'avant. Dans les examens, là, vous ne craignez pas par hasard des échecs massifs au niveau je ne parle pas de vous forcément, c'est cool, mais vous êtes là en tant qu'expert et ADPES. Oui. Il y a le PPS aussi. Alors, est-ce qu'au niveau des universités, là, vous ne craignez pas des échecs? C'est pas pour ça que vous fouillez? Les universités du PPS, c'est les meilleures universités aujourd'hui dans la sous-région. Et je vais vous le montrer tout. C'est-à-dire que quand on parle d'examen, bon, le privé n'a pas avoir peur de l'examen quand ça réunit le public et le privé. Au CEP, qui sont les meilleurs aux examens? C'est le privé. Au BPC, les statistiques existent. Qui sont les meilleurs entre privé et public? C'est le privé. Au BPC, vous allez au bac, au BTS. Donc, en réalité, on veut juste que les règles soient les mêmes. Non, c'est-à-dire que pour faire un examen, au niveau de l'enseignement supérieur, je vous ai dit, ce n'est pas le contrôle des connaissances. C'est le contrôle des aptitudes et des compétences. Et ça, c'est qu'on suive les normes. C'est qu'on suive les normes. C'est-à-dire que pour pouvoir le faire, on peut le faire, mais à l'intérieur du semestre, en ayant des objectifs pédagogiques bien ciblés. La méthode d'enseignement, la méthode d'évaluation est conçue en fonction même de la méthode d'enseignement. Dans l'enseignement supérieur privé, il vous est aussi reproché, mais là, je l'ai entendu plusieurs fois déjà, et même récemment, que vous ne disposez pas des professeurs qualifiés. Il vous est fait obligation d'avoir, par exemple, 60% de professeurs permanents. Mais pourquoi les universités privées au Bénin n'ont pas ce quota-là? Vous savez, voilà, une autre chose qu'on a dite, on a dit qu'il faut avoir 60%, ils n'ont pas 60% de professeurs permanents. Nulle part dans le monde. J'ai une école en France, dans le 20e arrondissement, l'école internationale de management de Paris. J'ai une école en Côte d'Ivoire, au Burkina, au Mali, etc. Nulle part, on exige aux établissements d'avoir 60% des enseignants permanents. Pourquoi? C'est même impossible. L'UNESCO dit, l'indicateur que l'UNESCO regarde, donc la norme en fait qu'on va voir, c'est le ratio enseignant-étudiant, le taux d'encadrement. Et ce taux-là, de 1 enseignant pour 25 étudiants. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous avez par exemple 800 étudiants et que vous avez 80 enseignants, il vous faut, en appliquant donc ce ratio, il vous faut en réalité 15 enseignants. Ce qui équivaut en réalité à 20% au maximum, d'enseignants permanents que vous devez pouvoir avoir. Mais les nôtres ici, quand ils font les règles, d'abord les règles, on ne regarde ce qui se passe, on ne regarde pas ce qui se passe ailleurs. Et on crée les règles parfois pour rançonner. C'est-à-dire qu'on sait que vous ne pouvez pas avoir cette règle-là. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas, même l'université n'a pas 60% en fait d'enseignants. Ce n'est pas possible parce que nous faisons des formations professionnelles. Ce n'est pas le fait d'accumuler des docteurs qui est le problème. Ce qui est important, quand j'ai par exemple
une formation en comptabilité. Ce qui est important pour moi, c'est d'avoir effectivement 2 ou 3 chercheurs, donc docteurs ou bien professeurs, etc. et tout, qui vont enseigner l'économie, les sciences fondamentales, etc. et tout. Mais une fois qu'on a dépassé ça, j'ai besoin de fiscalistes, j'ai besoin de comptables agréés, praticiens, j'ai besoin d'experts comptables, j'ai besoin d'informatistes, j'ai besoin vraiment des gens qui sont au fait. Et là, c'est les spécialistes qu'on va aller prendre. Et donc, on a vraiment ce décret-là dont il s'agit là. Après, ben, vous savez, ça a été abrogé parce que les gens eux-mêmes se sont rendus compte que ça ne fait pas la référence. J'ai ici, par exemple, ici, le référentiel, ok, vous avez vu de l'Autorité nationale d'assurance qualité du Sénégal, ok, qui est le référentiel pour l'évaluation des programmes. Nulle part dedans, vous n'avez et autres et tout. Et en plus, quand on parle de la qualité ne se décrète pas. La qualité non plus n'est pas un audit qu'on fait en fait au système. La qualité, c'est un processus de transformation. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour pouvoir asseoir une qualité, il y a des références. C'est-à-dire que vous avez un ensemble de critères qui sont en réalité dans un référentiel élaboré. Le CAMES a son référentiel. Et normalement, l'Autorité nationale d'assurance qualité au Bénin aussi doit avoir un référentiel. Et ce référentiel-là, c'est là-dedans qu'on voit l'ensemble des critères qu'on doit pouvoir avoir pour vous dire qu'on est dans les normes. Donc, ce n'est pas le ministère qui décrète quelque chose du moins dans un document, puisque les normes évoluent, ok, et donc il y a une adaptation qu'on doit pouvoir faire. Mais mieux, quand on a dit que la qualité, c'est un processus de transformation, c'est que quand on a vu, par exemple, que vous avez un déficit quelque part, l'objectif, c'est de vous accompagner. Comment on fait pour accompagner les établissements pour qu'ils deviennent meilleurs? Le rôle de la qualité, ce n'est pas du simple qualité, c'est vraiment de sanctionner. C'est d'accompagner pour que vous deveniez meilleur, mieux que vous étiez au moment où vous avez été. N'y a-t-il aucune disposition au niveau du ministère ou au niveau de... Oui, c'est le ministère qui représente l'État pour accompagner les étudiants, les universités privées à avoir ce quota-là de professeurs permanents? Vous voyez c'est ce qu'on est en train de dire. Vous savez, moi j'étais au Conseil des ministres de l'enseignement supérieur la semaine dernière où le ministre sénégalais, le ministre de la Marichou Niang, le ministre du Sénégal dit, chez nous, au Sénégal, les écoles publiques et privées sont d'égale dignité. Et vous voyez, tel qu'on vend l'établissement, même vous êtes fiers. Ok, et nous allons aller nous installer au Sénégal. Il m'a dit, vous avez les terres qui sont disponibles, etc. et tout, pour mettre en œuvre votre projet. Mais qu'est-ce que je voulais dire par là? Quand l'ANAQ-SUP, qui est l'autorité nationale d'agence sur qualité donc, du Sénégal, fait le travail pour dire, par exemple, telle école doit être accompagnée, le ministère maintenant met les infrastructures, l'accompagnement qu'il faut. Invite le promoteur pour dire comment on va faire pour vous accompagner, pour que vous deveniez meilleur. Vous comprenez un peu? Oui. Parce que l'objectif, c'est d'accompagner. L'objectif, c'est d'accompagner. L'objectif n'est pas de sanctionner, l'objectif, c'est vraiment d'accompagner. Vous savez, les écoles privées sont importantes. Pourquoi c'est important? Parce que avec la massification des effectifs étudiants, je l'ai écrit dans un ouvrage qu'on appelle « Quelle université pour quelle Afrique ?» Avec la massification des étudiants, des effectifs étudiants, l'État ne peut plus répondre aux besoins de l'enseignement supérieur lui seul. Ça va être difficile. Ok. Depuis 1995, le nombre d'étudiants à l'université, en tout cas au Bénin, double tous les 5 ans. En 1995, on était à maximum à 20 000 étudiants. Et aujourd'hui, on est à près de 150 000. Et donc, dans 5 ans, nous allons doubler l'effectif. Et donc, de façon stratégique, on dit, au lieu que l'État investisse beaucoup d'argent à chaque fois pour pouvoir former de nouveaux professeurs et tout, avec le risque que les étudiants s'inscrivent dans des filières traditionnelles qui ne sont pas des filières professionnelles. Aujourd'hui, à l'université, vous avez environ 18 à 20% seulement des formations qui sont des formations professionnelles. Ça veut dire que les enfants, l'État met des bourses, l'État a investi beaucoup d'argent dans l'enseignement supérieur, mais elle a fait. Les étudiants sont juristes, sociologues et comptables. Quand vous lancez un appel, vous avez 20 000 sociologues qui se présentent, alors que vous avez besoin peut-être de 100. Donc, l'économie n'a pas besoin de 6 ans de personnes. Et donc, il y a un coût unitaire de formation. La Banque mondiale dit qu'un étudiant à l'université d'Abomey-Calavi, et là c'est une étude que j'ai de la Banque mondiale, et l'étude dit clairement que quand on regarde combien coûte un étudiant à l'université d'Abomey-Calavi, ça varie en fait de 400 000 francs jusqu'à 3 millions. Ça veut dire que quand on prend l'IMSP par exemple, où il y a peu d'étudiants, mais il y a beaucoup d'investissements, la formation là-bas coûte jusqu'à 3 millions. Si on doit voir ce que l'État a investi. Mais
à la fin, si les filières ne sont pas professionnelles, si ça ne répond pas aux besoins du marché, l'étudiant devient un chômeur. Et au bout de 3 ans, 4 ans, il est comme dans une situation de mort sociale. C'est-à-dire qu'il ne peut pas se marier, il ne peut pas aucune initiative, il ne sait à rien, il a 25 ans, 30 ans, il est encore chez ses parents. Et à contrario, on dit, les États qui ont compris comment ça fonctionne, comme le Sénégal, la Côte d'Ivoire, le Burkina, le Niger, etc., et tout, disent, au lieu qu'on mette coût d'insertion, coût unité de formation sur 4 ans, 5 ans, 400 000 fois 5, ça va être 2 millions, plus peut-être le coût de non-insertion qui est encore 2 fois plus, donc c'est près de 8 millions, ok? Au lieu qu'on investisse ça et que l'étudiant ne devienne rien du tout, un danger pour la société, nous allons demander plutôt au privé de créer des filières professionnelles qui, par exemple, répondent au PAG, programme au PAG. Et donc, par rapport à ça, le privé fait l'offre de formation multiple le public et on lui paye, ok, on lui paye, par exemple, en Côte d'Ivoire, nous, on a près de 1000 étudiants chaque année que l'État nous envoie et l'État paye 50 000 francs par étudiant. Aujourd'hui, vous savez, le ministère paye les étudiants, les bourses des étudiants. Il y a des étudiants qui sont payés pour être chômeurs. C'est-à-dire qu'on leur donne. Oui, on leur paye de l'argent à la fin du mois pour des formations en anglais et autres et tout. Et on sait que ça ne servira à rien puisqu'on n'a pas besoin de 40 000 quand ils sont traducteurs chez nous. Donc, au lieu de faire ça, okay, on prend l'argent. Okay, et on identifie les filières porteuses. Et on regarde le programme d'action du gouvernement et autres et tout. On fixe le plan. Et il y a un appel d'offres qui est organisé et autour de ça, on fait les formations sur fond. Je crois que c'est les orientations qu'on fait dans une logique de partenariat public-privé, d'accompagnement. Donc les privés sont importants, ce que j'allais dire. Oui, les privés sont importants. J'ai posé une question à laquelle vous n'avez pas répondu. Oui. Je voudrais la précision. Oui. Est-ce qu'il n'y a aucune norme, aucune disposition qui amène l'État béninois à accompagner les établissements privés d'enseignement supérieur dans la recherche de la qualité au niveau des enseignants? Pour l'instant, il n'y a rien du tout. C'est-à-dire que la direction de l'enseignement privé de l'enseignement supérieur au Bénin, là, cette direction, c'est une direction qui est gendarme. C'est une direction, en fait, où il n'y a rien. À aucun moment, moi, je suis président de la DPS au Bénin, okay, de l'association des établissements privés. Okay, à aucun moment, on appelle les gens pour dire comment on réfléchit ensemble pour tel ou tel sujet. Comment on va faire pour vous accompagner. Parce qu'on ne sait pas le rôle que nous jouons. Vous voyez, donc, alors qu'en Côte d'Ivoire, alors qu'au Burkina, alors même nous de CAMES, le CAMES qui a mis le réseau international des enseignements privés de l'enseignement supérieur de l'espace CAMES. Et nous siégeons aujourd'hui même au sein du CCG comme observateur pour l'instant, parce qu'on a compris qu'il vaut mieux, même l'UEMOA a mis en place le conseil des établissements privés parce que avant, il travaille uniquement avec le public. Et les gens ont dit, mais vous savez que les tendances démographiques sont à un tel niveau qu'il faut forcément que le privé vienne à la rescousse. Au Bénin, vous savez, il y a 5 ans, nous avions 22% des étudiants qui étaient dans le privé, dans l'enseignement supérieur. Aujourd'hui, nous sommes tombés à 12%. Pendant que les Sénégalais disent qu'eux, ils sont à 25%, ils vont aller jusqu'à 50% à l'horizon 2025. La Côte d'Ivoire, aujourd'hui, vous avez plus d'étudiants dans le privé, okay, que dans le public. Ils ont 65% des étudiants dans le privé et le public. Ça permet en fait de désengorger, ça permet d'accompagner le système de manière à ce que vous ayez de la main-d'œuvre qualifiée. Parce qu'encore une fois, ce n'est pas le fait d'organiser un examen et que 5 ou bien 10, on organise par des examens, on dit sur 5000, il y a 200 qui ont réussi et tout le monde applaudit. Mais qu'est-ce qu'on fait donc de 4800 autres qui ont 25 ans, 30 ans, qui veulent contribuer à l'économie, qui ont du savoir-faire? Dieu nous a créés tous avec un talent. Ce n'est pas parce que j'ai échoué à un examen que je suis nul. C'est mes compétences, mon savoir-faire. Je ne suis pas bon en informatique, mais je peux être bon du moins en marketing. Je peux être bon même dans le carrelage. Donc valoriser l'échec, valoriser celui qui a un savoir-faire. La culture de l'échec que nous avons, de la compétition, ce n'est pas normal et ça fait que nous n'avançons pas comparativement aux pays anglo-saxons. Quand il y a eu un fort taux d'échec lors de certains examens ici, tout le monde applaudit. On a applaudi. On a oublié que l'État a mis des milliards pour finalement dire que c'est rien du tout ce que j'ai fait. L'enseignant même aussi qui a formé, comment tu peux avoir enseigné? Moi, depuis cette année, j'ai commencé à enseigner à l'université d'Abon-Calavi, mais comment je peux avoir enseigné dans une classe où il y a 1000 personnes et à la fin 10 seulement ont réussi et moi, même en tant qu'enseignant, je n'interroge pas mes pratiques pédagogiques. Je ne vois pas comment je vais faire pour accompagner. Vous savez, il y a une étude qui a été faite au Canada, qui dit que quand on fait des cours magistraux aux étudiants, 24 heures après, les étudiants ne retiennent que 5% de ce qu'on leur a enseigné.
Et que plutôt, il faut aller à la pédagogie active. Il faut aller aux pratiques, en fait, qui mettent l'enfant en situation de résolution de problèmes. En pédagogie par projet. Et nous, au niveau de CERCO, on a déjà commencé ça. C'est-à-dire que comment il faut même former les enseignants à la pédagogie active et aux pédagogies innovantes pour que les enfants soient capables de résoudre des problèmes. Oui, ça diminue le taux d'échec. Ça permet à l'enfant d'avoir un taux d'assimilation qui peut évoluer jusqu'à 90%. Ça, par exemple, est-ce que c'est votre école ça, ou bien au niveau des autres établissements privés, de la DPS et du PUPES, ces genres de normes-là sont appliquées? Aujourd'hui, quand vous voulez aller au CAMES, le CAMES a réuni le tout, il y a des recommandations qui sont faites. On a commencé même à parler des établissements. Vous savez, on a dit qu'il y a des établissements au Bénin qui ne sont pas que l'établissement, il n'y a qu'un seul établissement qui a l'accréditation, donc en tout cas la reconnaissance de ces diplômes au niveau du CAMES, ça expire dans 6 mois. Ça, c'est faux. Et c'est quelque chose que n'importe quel parent sur le site web du CAMES peut vérifier. Voilà. Donnez-nous cette clarification-là. Il doit y avoir 3 ordres, n'est-ce pas? Voilà. D'abord, vous avez les établissements qui ont la reconnaissance de leur diplôme au niveau international. Lesquels? Ok. Nous en avons 7. On peut les citer? Oui. Vous avez l'école supérieure de génie civil Vili-Chagrin, qui a son diplôme, donc cette diplôme en fait, et reconnaissance de ce diplôme donc, qui expire jusqu'en 2019. Vous avez SGIS. La reconnaissance expire jusqu'en 2021. Vous avez l'ESM, École supérieure de management. La reconnaissance expire jusqu'en 2019. Vous avez l'Institut CERCO. La reconnaissance expire jusqu'en 2022. Vous avez l'ISM à Donaï. La reconnaissance expire jusqu'en 2019. Vous avez l'Institut supérieur des métiers de l'audiovisuel. La reconnaissance ISMA. La reconnaissance expire jusqu'en 2019. Et vous avez Pigier Bénin. La reconnaissance expire jusqu'en 2022. Ça, c'est le premier ordre d'établissement. Ça, c'est le premier niveau. Et donc, ces écoles-là ont le même niveau que HEC Paris. Parce que les règles, vous savez, la convention, quand ils étaient en Darusha, ça dit que c'est une convention au niveau sous-régional qui vous permet la mobilité internationale. Aujourd'hui, moi, il y a des étudiants qui sont en Chine. Vous savez, le gouvernement a envoyé une mission en Chine, avec le ministre des Travaux publics, le ministre des Finances, et ils sont allés à l'école polytechnique Ningbo en Chine. Ils ont visité l'école qui doit accompagner le port, etc. et tout. Et ils ont vu des étudiants qui sont venus de l'Institut CERCO, qui sont dans cette école, qui parlent couramment chinois. Mais ils ont été formés chez nous, ils ont poursuivi leurs études là-bas. Donc c'est une mobilité, c'est une reconnaissance qui s'établit à partir de la reconnaissance au niveau du CAMES. Vous prenez l'ISMA par exemple. L'ISMA, vous avez une salle de cinéma, même à l'intérieur de son école. Il y a des règles qu'il faut respecter. Vous avez des étudiants américains, des étudiants européens qui viennent faire des semestres et qui repartent parce que c'est un système de mobilité internationale. Donc ça, c'est le premier niveau des écoles. Vous avez le deuxième niveau. Je vais me rappeler, vous avez une école comme l'ISM à Donaï. Est-ce que vous savez qu'il y a une salle de marché que la Bourse régionale des valeurs mobilières a installée au niveau de l'ISM à Donaï? Cela veut dire quoi? Cela veut dire que des écoles béninoises excellent. Quand vous allez à CERCO, vous allez voir même une unité d'assemblage à l'intérieur de l'université. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous avons compris ce qu'il faut pour que nos enfants soient des élites de demain. Vous parlez du deuxième niveau. Le deuxième niveau, c'est les écoles qui ont l'habilitation nationale. Donc, qui ont fait passer leur diplôme devant le Conseil consultatif national. Elles sont combien? 52. Avec ce que le ministère, avec les normes que le ministère a élaborées, les normes que nous contestons. Mais, suivant ces normes-là, on a dit que c'est 52 qui sont bien. Maintenant, vous avez le dernier niveau. Ceux-là également, la reconnaissance, normalement aujourd'hui on leur demande de prendre des diplômes qui ne sont pas leurs diplômes, leur filière, et qui ne sont même pas reconnus juridiquement. On leur demande en fait de pouvoir passer ça. Alors qu'on peut même les encadrer à faire les examens sous la surveillance même du ministère, c'est le ministère des doutes. On peut envoyer les gens dans les équipes pour contrôler, etc. et tout, de manière à accompagner les écoles à devenir meilleures. Elles doivent faire la centaine, non, ces écoles-là? 52, non, eux sont 52. Maintenant, vous avez le dernier niveau des gens qui sont, puis il y a 108, vous avez moins les 52, donc il y a environ 110. Eux, le ministère leur a donné les autorisations. Et il se trouve qu'ils ne sont pas dans la norme, d'après le ministère. Deux possibilités. D'après le ministère? D'après le ministère. Pas d'après vous? Moi, je ne sais pas. Mais ce que je peux dire, c'est que lorsque vous avez des gens qui sont dans cette situation, soit vous les fermez, ce serait un gâchis parce qu'il y a une équipe, il y a un ensemble de choses, et tout, soit vous les accompagnez. Mais vous ne pouvez pas se baser en fait sur le fait que ces gens-là en fait ne sont pas dans la norme pour généraliser, pour dire que désormais ceux qui ont des diplômes reconnus au niveau international, comme ceux qui ont des diplômes reconnus au niveau national, tout le monde va être mélangé pour faire quelque chose qui n'est même pas recommandé. Vous voyez un peu donc, ça c'est quelque chose que tout le monde peut constater. Avant de faire les examens,
Oui, docteur Kapochichi, il semblerait que pour cet examen dont on parle, les étudiants doivent payer de l'argent. La question est arrivée il y a quelques jours. Les établissements privés sont contre le fait que les étudiants payent de l'argent. Tout le monde sait que pour la co-scienture, les étudiants payaient déjà de l'argent et la même somme. Bon, moi j'entends souvent les gens dire les privés ont de l'argent. Vous savez, aujourd'hui, dans les écoles privées, ceux qui envoient leurs enfants dans les écoles privées, c'est les parents pauvres qui sont intelligents. Ah bon? Je vais vous expliquer. D'abord, l'université est restée sélective en prenant ceux qui sont les meilleurs, donc on va prendre ceux qui ont 12, 14 et autres et tout. Maintenant, les enfants des pauvres, qui n'ont pas compris, eux, ils vont s'inscrire en sciences juridiques, en MP, en autres et tout, ils font 4 ans, 5 ans avant de se rendre compte qu'en réalité, ce qu'ils ont fait, ils n'ont aucune chance d'insertion professionnelle. Et ils vont faire 10 ans, et ils vont finir par être zémidiens, ou bien par faire station d'essence et autres. C'est ça qui a créé même le printemps arabe. Mon étude donc le démontre comment est-ce qu'on peut partir d'une explosion démographique et d'une non-désertion pour aller du moins à une explosion sociale. Mais les parents qui ont compris que le que de on laisse l'enfant pour faire 5 ans, 6 ans pour rien du tout, et autres et tout, préfèrent souffrir pour trouver 300 000 pour pouvoir payer un peu dans les écoles pour qu'au bout de 3 ans, 4 ans maximum, les enfants en fait, peut avoir des chances de s'auto-employer, de pouvoir être inséré. Le taux, par exemple, d'insertion formation professionnelle, chez nous, par exemple, le taux d'insertion est plus de 80%. En licence, en master jusqu'à 90%. Vous savez, une étude a été faite par la Banque mondiale en 2012. Par la Banque mondiale au Bénin en 2012, pour voir le suivi de l'insertion, en tout cas l'insertion professionnelle des jeunes diplômés. L'université d'Abon-et-Calavi a été concernée, l'UATM, CERCO, etc. Et tout. On a vu que c'est les privés qui ont inséré le plus. Donc aujourd'hui, on ne peut pas dire la qualité dans les écoles internationales, la qualité c'est au niveau du taux d'insertion qu'on voit la qualité. C'est-à-dire que quand on a formé les gens, combien ont trouvé un emploi 6 mois après leur formation, 1 an et 3 ans après leur formation. C'est ça en réalité, le taux d'insertion est un taux fondamental qui doit pouvoir encadrer le tout. Donc les 25 000 dont on a parlé, vous ne pouvez pas savoir comment les étudiants, même la co-scienture, avec difficulté, ils arrivent à payer. Ils n'ont pas d'argent pour pouvoir payer. Parce que c'est ça que je dis, on a fait le mythe du diplôme. Pour co-signer ton diplôme, tu vois, d'abord, c'est nous qui préparons le document. Et juste pour payer la scienture, on dit qu'il faut payer 25 000. On a dit que c'est une injustice. Nous l'avons combattu. OK? Et moi, le ministre Abiola a dit, mais pourquoi tu es contre? Moi, j'ai dit non, je n'étais pas contre vous, monsieur. Alors, jusqu'à quand avez-vous payé les 25 000? Les 25 000, vous comprenez, c'est sur la base d'un décret qui est normalement un décret qui ne doit pas exister, qui n'existe pas. L'année dernière, vous aviez payé les 25 000? Non, mais je vous dis que c'est une pratique qui, à un moment donné, on a dit qu'est-ce qu'il faut faire. Vous comprenez un peu? Mais ça, beaucoup d'enfants aujourd'hui n'ont pas les moyens et qui n'ont pas pu payer les 25 000 et qui sont bloqués. Oui, aujourd'hui, on est contraint à payer les 25 000 pour l'examen. Alors qu'on dit pour aller au concours et autres et tout, mais il faut quand même laisser nos enfants aller au concours, on va voir si ce n'est pas nous qui sommes premiers. Dans le cas de l'ISM à Donaï, vous avez un enfant qui, on n'a pas contrôlé son diplôme et il est allé à l'examen et au concours de la fonction publique et il était retrouvé premier. Et les gens ont dit, mais comment son diplôme était tout? Et les gens ont dit, mais vous l'avez laissé tout. Donc aujourd'hui, c'est une discrimination que de ne pas laisser les enfants passer le concours alors que les étudiants, les établissements ont la reconnaissance donc du CAMES. Et au Sénégal, partout, par ailleurs, c'est sur cette base-là en fait que c'est fait. Maintenant, les 25 000, avant, on peut concevoir que c'est pour co-signer un diplôme. Ici, c'est que tu peux aller 3 fois, 4 fois à l'examen. Et ce qu'on a ici dans la tête de l'enfant, c'est que tant que je n'ai pas mon diplôme, je ne peux pas donc créer une activité. Donc c'est un drame qu'on est en train de créer, c'est-à-dire que j'ai mes 180 crédits, comme je n'ai pas encore eu l'examen, je vais aller l'année prochaine. Moi, je connais des gens qui ont passé le baccalauréat pendant 10 ans, pendant 15 ans. Ils ont fini par se résoudre qui ne servent à rien pour la société. Alors que c'est des gens qui ont des capacités. Le rôle de l'école, ce n'est pas de faire les meilleurs pour en faire des meilleurs. Le rôle de l'école, c'est qu'en input, quand tu rentres dans l'université, tu as une petite compétence et on fait de toi quelqu'un de meilleur à la sortie. Et c'est ça l'approche donc du LMD. Et donc, aujourd'hui, les 25 000 francs qui sont demandés aux enfants, je peux vous jurer, monsieur le président, qu'il y a des gens qui n'ont pas les 25 000. Et donc, vraiment, c'est que nous, les étrangers. Les étrangers doivent payer 85 000, non? 85 000. Oui. Un étudiant étranger, pour cet examen, doit payer 85 000. D'abord, le président, qui est un homme visionnaire, a rendu gratuit les visas de circulation. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il a compris que le monde aujourd'hui ne doit pas se renfermer. On doit vraiment avoir la mobilité. Et ça, c'est une décision qui, moi, je suis en Côte d'Ivoire. Les gens respectent cette décision. On est fiers d'être béninois quand on dit ça.
Maintenant, on dit, le Togolais qui est ici, qui vient étudier chez nous, il sera traité de façon inégale avec le Béninois. Moi, je suis en Côte d'Ivoire, je vais au Burkina et autres et tout. On ne me considère pas comme un étranger. On me considère comme quelqu'un du pays. Ça se fait même que quand je vais au RIDEPES et autres, quand je dis je suis Béninois, les gens disent il est ivoirien. Il est burkinabé. Nous n'avons plus de frontières aujourd'hui. Les étudiants étrangers, ils ont difficilement, vous avez des gens qui sont en Centrafrique, d'autres qui sont autres et tout, ils sont en train de guetter, ils n'ont pas les moyens même pour survivre. Et là maintenant, ils se préparent à faire leurs examens, en tout cas à continuer leurs études pour finir. Et là, il faut que les parents trouvent encore 25 000 avant que 85 000, j'allais dire. Vous voyez donc, ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Et si quelqu'un dit que c'est normal, cette personne-là, en fait, n'a pas compris aujourd'hui que qu'un pays a besoin des étrangers. Vous savez, le taux d'étrangers dans votre formation montre aussi la qualité de votre formation. Vous savez, la Chine aujourd'hui nous donne chaque année 80 bourses au niveau de l'Institut Serco, à l'école polytechnique de Ningbo, parce qu'ils veulent attirer les étudiants étrangers. Parce que quand vous attirez des étudiants étrangers dans votre formation, ça vous permet après de faire le commerce avec le pays. Parce que vos enfants vont se lier d'amitié. Ouais. Imaginez par exemple qu'il y a des étrangers ici, des Nigérians, des Gabonais et autres, et tout, et que nos enfants connaissent ces étrangers-là. Okay? Ils vont se lier d'amitié. Demain, s'ils ont un projet, okay? Quand ils vont aller au Gabon, ils vont avoir automatiquement leurs camarades qui sont à côté, etc. C'est comme ça que, on construit en fait la mobilité, et c'est comme ça l'intérêt de la formation. Ça amène aussi la multiculturalité, la diversité et autres. Docteur Alain Kapochichi, l'organisation des examens nationaux de licence et de master va permettre de mettre fin au problème de faux diplômes. Vrai ou faux? Pour le faux diplôme, vous savez, je suis la personne habilitée. J'ai fait le travail, j'ai élaboré ce qu'on appelle le référentiel des systèmes d'information des universités de l'espace CAMES. Ça a été financé. Vous ne m'avez pas encore répondu avant oui, je vous dis. C'est vrai ou c'est faux? Non, c'est faux. Ça dit que les faux diplômes, aujourd'hui, avec le développement de l'informatique, n'importe qui peut rester dans sa chambre, prendre le papier, mettre Kapochichi Alain, attestation de diplôme, à la fin, signer Madame la ministre de l'Enseignement supérieur. N'importe qui peut le faire. Ce n'est pas un problème spécifique au Bénin, ni à la Côte d'Ivoire, ni au Sénégal, ni au monde. C'est un problème international. C'est là où l'UNESCO a demandé le travail et je suis l'expert. J'ai travaillé avec un collègue français, Hakim Achou, mais c'est le cabinet, nous avons fait le travail qui a été validé par le Conseil des ministres de l'Enseignement supérieur. Qui dit quoi? Chaque année, chaque étudiant doit avoir, dès qu'il est rentré dans l'université, doit avoir ce qu'on appelle un identifiant national unique. Chaque formation habilitée doit avoir un identifiant, chaque établissement a un identifiant, chaque enseignant a un identifiant. Et à la fin de chaque il y a un système de remontée automatique d'informations qui se fait vers le ministère et du ministère vers le CAMES. Ce qui fait que quand par exemple tu viens chez moi pour dire bon je veux, par exemple je dépose le diplôme, même chez l'employé, chez l'entreprise, vous dites je dépose tel document, en 2 secondes on met ton identifiant et on met également le numéro de ton diplôme, on peut savoir si c'est le vrai ou c'est le faux. Ce n'est pas ceux qui sont en train de dire là, un examen à la fin, il y aura un papier, ce papier-là peut être traficoté. Donc ce n'est pas la solution. Vous savez, ce système-là aujourd'hui est mis en place par le Sénégal, Campus SN. Et j'ai fait partie des experts qui ont travaillé et qui ont conseillé à l'époque, ils avaient mis donc des choses, des données individuelles dedans et j'ai demandé, ils ont enlevé. Après qu'on a organisé la concertation nationale. Ensuite, en Côte d'Ivoire, ça a été mis en place. Et j'ai dit, c'est quelque chose, on a les scripts qu'on peut donner au ministère gratuitement pour qu'on puisse implémenter. Donc vous voyez donc on a mal posé le problème, on a mal trouvé la solution. Aucun examen, mais les diplômes de l'IAC là ne sont pas traficotés. Vous comprenez un peu? Vous en savez quelque chose? Non, quand il traficoté, c'est que n'importe qui peut s'appeler, se fait appeler le recteur B5 et signer un diplôme. Vous comprenez un peu? Non, les gens peuvent le faire. Dès lors qu'il n'y a pas un système qui permet la traçabilité, vous n'avez aucun autre moyen en fait pour savoir si un diplôme est vrai ou faux. Vous pouvez mettre même des hologrammes, n'importe quelle chose dessus, etc. Et tout, mais ce n'est pas ça qui reste de tous les gens peuvent aujourd'hui les faux billets. Voilà un problème. Les faux billets, la BCAO a un faux, quand elle est vrai billet, mais ça n'empêche pas les gens de fabriquer des faux billets. Mais ce n'est pas parce qu'on a trouvé un faux billet en circulation qu'on va dire que la BCAO est coupable. Mais il paraît que les faux diplômes se retrouvent beaucoup plus dans les établissements. Maintenant, il y a des établissements. Dans ceux délivrés par les établissements privés. Maintenant, il y a des établissements qui délivrent peut-être des faux diplômes, mais il faut les sanctionner, il faut les fermer. Vous comprenez un peu? Est-ce que vous en connaissez?
Non, ça dit que le ministère, c'est ça ce que je dis. Le ministère dit qu'il y a des établissements qui ont des faux diplômes. Le ministère n'a qu'à les sortir. Et le ministère n'a qu'à les fermer. Mais on ne peut pas dire que, parce qu'on a identifié ça, mais à l'IAC, on n'a pas des, les passerelles, les autres et tout. Au sein de la DPS ou du PPS, est-ce qu'il est déjà arrivé qu'on identifie un établissement comme fournisseur, comme qui délivre de faux diplômes? Impossible. Ou vous n'en savez pas? Impossible. Et mieux si le ministère a les moyens, le ministère n'a qu'à le dire. Mais ce qui est important, comme je vous l'ai dit, il ne faut pas résoudre les problèmes de cette manière-là. Il faut réfléchir donc sur le long terme. Et aujourd'hui, il y a un système international d'information, de suivi de l'étudiant. Et c'est ça seul qui permet en fait de résoudre la question. Alain Kapo-Chichi, que n'avez-vous pas fait au niveau de la DPS ou du PPS, au niveau des établissements d'enseignement supérieur privé? Que n'avez-vous pas fait pour qu'aujourd'hui les choses se passent comme ça? Enfin, je suis plus clair. Il paraît que parfois, des cadres du ministère rançonnent les responsables d'établissements privés. Absolument. Alors, et là, on peut le dire. Vous savez, parfois le ministère est juge et parti. Expliquez-nous. Oui, le ministère est juge et parti. Vous avez aujourd'hui le directeur de l'enseignement, des établissements privés de l'enseignement supérieur au Bénin, le DPS, qui est membre du conseil scientifique, président du conseil scientifique d'une école. Vous savez, vous avez plusieurs cadres en fait qui ont créé des établissements. Et le problème, c'est que comme eux n'ont pas les capacités de faire des écoles au même standard international, aujourd'hui, on veut ramener tout le monde au même niveau. Et donc, on fabrique des règles pour privilégier, pour ne pas privilégier. Et on a dit non, ce n'est pas normal. Les règles doivent être les mêmes pour tout le monde. Et c'est ce qu'on est en train de défendre. Voilà. Donc, et quand on crée, vous voyez par exemple la question des 60%. Oui. L'enseignement. Je vais vous dire comment les établissements sont rançonnés. Je vous ai dit que l'UNESCO a dit la norme, la règle internationale, donc de 1 sur 25. Et que maximum, c'est 25% d'emplois permanents, en tout cas d'enseignants permanents qu'on doit pouvoir avoir. Mais, on a dit qu'il faut 60%. On sait que c'est impossible et que, moi, vous savez, quand en 2008, en 2006, j'ai ouvert mon école, on dit qu'il faut que les gens aient un bac plus 5, plus 5 ans d'expérience pour pouvoir diriger une école. En 2012, on a dit qu'il faut un doctorat. Après, on a dit qu'il faut être maître assistant. Donc, on crée les règles au fur et à mesure et tout, et on vous oblige, alors que ce n'est pas fait en concertation. C'est comme si vous avez votre voiture. On a dit normalement, c'est la visite technique, l'assurance qu'il faut. Et puis, la personne qui doit fabriquer la règle au niveau national dit non, en dehors de tout ça là, il faut que votre essuie-glace, en fait, puisse être acheté il y a moins de 2 mois. Donc, on crée des règles. Vous voyez, et on vous met en situation de psychose, de l'autre et tout, et ça aboutit au rançonnement. Il paraît qu'aujourd'hui, aucune école privée d'enseignement supérieur au Bénin ne possède des diplômes accrédités par le CAMES. Oui, je viens de vous démontrer, et c'est de la malhonnêteté de le dire, parce que le ministère peut envoyer juste un mail au CAMES, le ministère peut aller sur le site du CAMES, et quand ils sont pour, et même... Vous savez, même la semaine dernière, nous avons eu des diplômes reconnus, accrédités, et le Conseil des ministres a validé tout le processus. Vous voyez, et donc ce n'est pas normal que des autorités viennent à la télé pour dire des choses de ce genre. Parce que quand vous le dites, vous créez la psychose dans la tête du parent. L'enfant qui est inscrit, il dit, est-ce que je n'ai pas mon diplôme? Pour lui, ce n'est pas un diplôme signé par le ministre de l'Enseignement supérieur, c'est un diplôme qui est reconnu chez lui, au Gabon. C'est un diplôme qui est reconnu chez lui en France. Nous avons des étudiants français qui sont dans nos formations. Et c'est pourquoi je dis que la ministre doit venir visiter nos écoles. Elle n'est jamais venue? Elle n'est jamais venue dans les écoles? Moi, je peux vous dire que quand le président Roch Kaboré a été élu au Burkina, le président Roch Kaboré a visité 2 écoles privées. Il a eu à l'IAM, Ouaga, et il a été à l'inauguration de l'école de mon doyen à Koudougou, quand il était à l'université... l'université l'ISIG, qui est une université de référence. Il s'est montré le chef de l'État, comment Roch Kaboré s'est déplacé. Vous avez les gens de la Côte d'Ivoire, le ministre de l'Enseignement supérieur de la Côte d'Ivoire, avec toute une délégation de présidents d'université. Ils ont quitté la Côte d'Ivoire pour venir visiter mon école au Bénin. Oui, pendant que nous parlons, nous allons demander les images de cette visite-là et nous serons en train d'évoluer. Nous allons voir ça au passage. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que... Il y a une visite qui a été effectuée pendant une semaine par une délégation de la Côte d'Ivoire. De la Côte d'Ivoire, quand la directrice du cabinet et la ministre actuelle qui était présidente de l'université, ils sont venus, ils se sont passés une semaine uniquement à Serco pour voir le modèle de Serco. Mais comment vous pouvez accepter que pendant que les autres
font une semaine parce qu'ils peuvent aller aux États-Unis. Donc ça, c'est la visite de la délégation ivoirienne. La délégation ivoirienne. Suivre, voir l'exemple. Voir l'exemple, je crois qu'il faut, c'est quand même important de montrer la vidéo, s'il vous plaît. Si vous avez une seconde, nous allons suivre ça rapidement, quelques secondes. Oui. Dans des universités et grandes écoles de la présente visite de la directrice de cabinet du ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique ivoirien au groupe CERCO vise un objectif bien précis, celui de voir le modèle de l'Institut CERCO en matière d'application du logiciel Cocktail dans la gestion de l'établissement. La directrice de cabinet du ministre de l'Enseignement supérieur ivoirien et sa délégation, composée des présidents des universités et grandes écoles de la Côte d'Ivoire, ont effectué un parcours minutieux de l'Institut. L'opportunité a été offerte à la délégation de toucher du doigt les installations de dernière génération du groupe CERCO. Nous sommes donc là pour une visite de travail, pour voir le modèle du groupe CERCO en matière d'application du logiciel Cocktail pour la gestion aussi bien des scolarités que de la gestion de l'établissement. Parce que nous voulons en Côte d'Ivoire partir avec un départ nouveau pour la rentrée universitaire et mettre en application ce modèle-là qui pour nous est un modèle de réussite. Nous avons été marqués par l'enthousiasme, par le travail d'équipe et surtout par la professionnalisation et le professionnalisme surtout du directeur général, du président pardon, et de toute son équipe. C'est un honneur pour nous, mais à la fois pour dire que CERCO aujourd'hui n'est plus seulement béninois, nous sommes dans plusieurs pays. Nous sommes au Mali, nous sommes au Burkina, nous installons en Côte d'Ivoire et tout. Et donc, pour nous, c'est très important. Et ça nous montre qu'en même temps, si on veut être un modèle, il faut demeurer, il faut innover, il faut créer, il faut avancer. Et donc, tout nous montre qu'on ne doit jamais s'arrêter, on doit continuellement s'améliorer. Les équipements que possède l'Institut ont impressionné la délégation ivoirienne. Une technologie de pointe pour mettre les étudiants dans de bonnes conditions d'études et de travail. J'ai beaucoup apprécié l'approche genre, puisque le PDG nous a dit que sur 15 directions, il y a 11 postes qui sont occupés par des dames. Et il y a eu aussi beaucoup de promotions internes, donc source de motivation. Et il y a un système de motivation interne et d'évaluation interne continue qui permet vraiment de maintenir un certain niveau de qualité. Je crois que c'est la fierté de notre continent et son exemple doit faire école. Et moi, en tant que fraîchement nommé à l'école, à l'Institut national polytechnique de Yamoussoukro, je pense que c'est un exemple à suivre et qu'on va peut-être créer un partenaire avec lui pour comprendre son expérience et lui demander de nous appuyer dans les équipements que nous allons pouvoir mettre en place et puis peut-être faire en sorte que nous aussi on soit une école publique mais qui fonctionne aussi comme le privé et dans quelques années on va discuter. C'est un modèle qui inspire parce que nous avons vu la façon dont on intègre l'éthique dans la pédagogie de façon très ingénieuse et vraiment le renforcement des capacités des enseignants est très bien conduite et le suivi des enseignements. Nous qui avons une université de 60 000 étudiants avec près de 2000 enseignants et 500 organisateurs techniques, nous pensons que nous pouvons vraiment nous inspirer de ce modèle. La visite aura permis à la directrice de cabinet du ministre ivoirien en charge de l'enseignement supérieur de voir les efforts que fournit le président du groupe CERCO pour offrir aux étudiants de son institut une formation de qualité. Un compte rendu fidèle sera fait à l'autorité et déjà des partenariats sont envisagés. Alors, Dr Alain Kakouchiji, nous voyons là Dame Ramatali Bakayoko, actuelle ministre de l'Enseignement supérieur de la Côte d'Ivoire. C'est une délégation qui est allée chez vous. Des délégations étrangères comme ça visitent, par exemple, l'ISMA, l'ISM Adonaï, des établissements privés d'enseignement supérieur au Bénin pour venir apprendre de nous. Bon, et c'est par rapport à ça que vous dites que vous n'acceptez pas au niveau de la DPS et du PPS qu'on dise que vous n'êtes pas dans les normes. Oui, c'est-à-dire que vous savez, quand vous n'avez pas été dans le salon de votre voisin, vous ne pouvez pas parler de son salon. Vous comprenez? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le ministère ne nous visite pas. Et puis on nous dit, voilà, ils ne sont pas aux normes, ils sont et autres et tout. Et voilà, c'est-à-dire on a mis dans la tête, peut-être de ma soeur, de la ministre, en fait, que les gens là-dessus ne sont pas bons. On a mis dans la tête du président que non, s'il n'y a rien là-bas. Allez à Egypte, Africa, pour voir
les installations de ce monsieur. Allez à Yesema Donaï, SGIS, PJ, vous allez voir que les gens, puis vous allez faire, il y a des investissements importants que les gens ont fait. Maintenant, s'il y a des choses que vous leur reprochez, vous les accompagnez. Le rôle de la qualité, pour les spécialistes de la qualité, j'ai fait une thèse qui a parlé de comment on parle de la qualité pour aller à l'innovation. Okay? C'est d'être un processus de transformation, d'accompagnement, d'amélioration continue. Docteur Alain Kavochichi, qu'est-ce que vous auriez souhaité que le ministère de l'Enseignement supérieur fasse réellement? Que le ministère, qu'ensemble on puisse s'asseoir. Nous ne sommes pas des étrangers l'un pour l'autre. Nous allons nous asseoir. Il n'y a pas que, bon, le ministère réfléchit et que chez nous... Vous savez, il y a trop de préjugés que les gens font. Le ministère, on va s'asseoir ensemble, on va pouvoir voir comment on fait pour sauver la situation. Vous voulez le dialogue? Nous voulons qu'il y ait un dialogue. Nous voulons que... Vous réfléchir à comment améliorer ensemble, on va faire ça ensemble pour qu'on puisse l'accompagner. Parce que si elle réussit, la ministre de l'Enseignement supérieur, qui est une dame formidable, une maman pour nous, elle doit se fâcher un peu contre moi, mais il faut vraiment, ma soeur... Vous lui jetez les fleurs. Je lui dis, pardon, ok, mais il faut qu'elle nous aide. Il faut que le président nous aide. Je sais qu'au niveau du gouvernement, du ministère, du gouvernement, il y a des gens volontaires qui savent comment se faire au niveau international. Le président, Patrice Talon, c'est un gars, un monsieur, j'allais dire, en fait, qui est dans la qualité. Vous comprenez un peu? Qui sait ce qu'il veut pour son pays. Mais ce n'est pas en jetant tout qu'on va pouvoir aller, il faut accompagner. Il faut pouvoir, s'il y a des dysfonctionnements et autres, on réfléchit ensemble. Vous êtes pour la création de la cité du savoir et de l'innovation? La cité du savoir et de l'innovation, c'est la meilleure chose parce que ça nous permet de sortir de la formation où on a le diplôme simplement d'aller à l'invention et à l'innovation. Moi, je suis installé en zone franche en Côte d'Ivoire où on fabrique des ordinateurs. Vous voyez ça, c'est fabriqué en Côte d'Ivoire, c'est 2 ans, etc. Et tout. Mais qui aurait cru qu'en Afrique, on fabrique des ordinateurs? En Côte d'Ivoire? En Côte d'Ivoire, c'est une marque ivoirienne et tout. Mais l'État accompagne. L'État a mis plus de 2,4 milliards. Oui, mais les privés aussi peuvent aider l'État. Nous pouvons aider l'État. C'est-à-dire que, vous savez, quand on parle de partenariat public-privé, nous pouvons aider l'État à faire des choses. Nous avons équipé, par exemple, des laboratoires. Nous pouvons équiper les laboratoires. Nous, en Côte d'Ivoire, on a équipé à l'université publique, on a équipé l'université Félix Houphouët-Boigny en mettant un incubateur. Aujourd'hui, le recteur, avec l'université d'Abou Mekalavi, le recteur Brice Sensei, que je salue, qui est un homme formidable, qui comprend les enjeux dont nous parlons, etc. et tout, il a offert un partenariat pour nous accompagner, pour nos chercheurs, pour qu'ils soient inscrits même sur les listes d'aptitude du CAMES, il y a un partenariat aujourd'hui qui est installé. Nous avons dit, s'il y a un accompagnement à faire, c'est le ministère ne peut pas créer des diplômes. Avec l'université, la coordination peut se faire. Et il y a déjà même une instance qui réfléchit à ça. Donc nous pouvons faire beaucoup de choses. Il ne faut pas nous diaboliser. Et nous ne voulons pas l'affrontement. Qu'est-ce que moi j'ai comme pouvoir? Je n'ai aucun pouvoir. Mais ce que je sais, c'est que quand je suis arrivé au monde là, je n'ai rien eu. C'est-à-dire que je ne suis arrivé avec rien du tout. Je repartirai sans rien. Ce qui va rester, c'est ce que nous avons fait de notre pays. Vous rentrez dans une dimension spirituelle, monsieur. Oui, ce qui va rester, c'est ce que nous aurons laissé. Et c'est important que la jeunesse puisse comprendre que l'entrepreneuriat, au regard des problèmes de chômage que nous avons, le diplôme, quand on prend le diplôme et autres et tout, le diplôme ne vaut rien. Ça dit qu'il faut qu'ils mettent dans leur tête que le diplôme là ne vaut rien. Ce qui est important, c'est la compétence que vous avez. Ce qui est important, c'est le savoir-faire que vous avez. C'est ça, quand vous arrivez en fait en entreprise, c'est ce que vous savez faire. Et c'est ce que le gouvernement, tout le monde doit être en train de dire. Vous prenez le président Patrice Talon. Mais c'est un monsieur qui a démontré qu'à défaut de piloter un avion, on peut piloter un pays. Et aujourd'hui, tout le monde voit les compétences qui sont développées. C'est ça, l'entrepreneuriat. C'est des exemples comme ça qu'il faut pour qu'on enseigne dans nos écoles. Pour dire, oublier le diplôme. Ce qui est important pour vous, c'est la compétence. Et le LMD dit, ce n'est pas la connaissance, c'est la compétence. La connaissance est importante, mais la compétence et les aptitudes, c'est ça qui est le plus important. Monsieur Alain Kavochichi, je voudrais que vous nous montriez ce que vous avez déchiré. Non, je veux créer la rupture. Moi, c'est ma rupture, ça. La rupture pour dire que le mythe du diplôme, là, il faut que les gens oublient le diplôme. Il faut en finir avec. Il faut en finir avec le diplôme. C'est la compétence. Quand moi, je vous ai dit, je suis autre et tout, vous savez, est-ce que vous, les Béninois, vont dire, ah, mais monsieur, là, il n'a aucun autre et tout, il n'a autre et tout. Mais qui aurait pu penser que je sois capable de faire, par exemple, une expertise pour l'UNESCO? Oui, mais vous avez étudié pour ça. Et on a gagné le papier. Mais le papier qui certifie la compétence que vous avez. Le papier, ok, n'est qu'une présomption.
Vous comprenez? De votre compétence. Mais ce qui est important, c'est quand moi qu'on fait le travail, je l'ai bien fait. Docteur Alain, j'ai eu des félicitations en fait de différentes Alain institutions. Kapo-Chichi, que faire aujourd'hui, ce sera votre dernier mot, que faire aujourd'hui pour que le PPS et la DPS ne se sentent plus noyés dans le travail qu'ils sont en train de faire depuis? Non, ça dit que ma soeur, le président aussi, tout le gouvernement doit savoir que nous ne faisons pas, nous ne voulons pas, ça dit qu'on ne peut pas être contre le gouvernement. Et dans quel pays vous avez vu que les gens sont contre le gouvernement? Nous voulons accompagner le gouvernement. Nous voulons que le Bénin soit le quartier latin de l'Afrique. Et nous en sommes convaincus parce que nous allons à l'extérieur, nous voyons ce que les autres font. Vous êtes ouvert au dialogue? Nous sommes ouverts au dialogue. Au niveau de tous les établissements Au niveau privés, de tous les établissements supérieurs. Nous allons trouver ensemble une solution. Qu'on nous appelle, qu'on puisse s'asseoir. Est-ce que vous avez déjà tendu la main? Mais le PPS et autres, tout, moi, j'ai tendu plus que la main. J'ai vu la ministre plus d'une trentaine de fois, en tout cas beaucoup de fois, j'allais dire. Ça n'a pas encore prospéré. Mais ce que je suis en train de dire, là, est-ce que ce n'est pas aussi simple? Est-ce qu'il peut y avoir une autre personne qui peut venir dire le contraire de ce que moi j'ai dit? Parce que pour moi, ce n'est pas le Bénin ou bien autre, tout, c'est comment on fait pour créer un espace intégré de l'enseignement supérieur. Je suppose que c'est votre conclusion. Je crois. Je voudrais vraiment demander pardon pour les mots que j'ai dit. Parce que les gens vont dire non, ce n'est pas de l'insolence. Non, ce n'est pas que on veut. Non, ce que nous voulons faire, c'est construire ensemble. C'est aider le ministère. C'est que ceux qui parfois donnent des documents pour glisser les pots de banane, du moins à la ministre, qu'elle puisse comprendre que le privé, quand elle va nous inviter, on va s'asseoir avec elle. On va lui dire ça, on peut faire ça, on ne peut pas faire. Comment on peut faire ça là maintenant? Ah, c'est déjà trop avancé. Comment on peut s'arranger? Et on va trouver une solution, nous sommes des frères. La solution, c'est ce que tout le monde recherche, en tout cas dans l'enseignement supérieur au Bénin, afin que la qualité, afin que la valeur, afin que le titre donné à notre pays puisse être reprécisé, pour que le pays puisse revenir à sa meilleure qualité. Monsieur Alain Kapo-Chichi, docteur Alain Kapo-Chichi, je vous remercie d'être passé sur cette émission. C'était ma part de vérité, c'était votre part de vérité dans cette crise au niveau de l'enseignement supérieur. J'espère bien que le terrain d'entente sera trouvé entre le gouvernement, donc le ministère, et les établissements privés d'enseignement supérieur. Merci d'être passé. Au plaisir de vous recevoir très prochainement. Mesdames, Messieurs, nous recevions donc l'expert Alain Kapo-Chichi pour apporter sa part de vérité dans cette crise. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Je vous souhaite bon dimanche et à bientôt.